Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Écoutez, je peux commencer, c'est tout bon. Il n'y avait pas d'autres questions, ben parfait. Eh bien, écoutez, moi de mon côté, je vais vous parler de sécurité. Alors, même si super talk, Yacine, même si c'est triste de ne pas voir le petit logo AWS sur les slides de fin. Donc, mais bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tout à l'heure, je prendrai ma revanche sur la bière et la pizza. Du coup, écoutez, moi je vais vous parler de sécurité parce que on parle de serverless, on parle souvent de développement local, on parle souvent de NoOps, de scalabilité, de coûts. Mais la sécurité, on n'en parle presque jamais. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on fait du serverless, en tout cas, que la sécurité est totalement managée, que c'est totalement abstrait, que tout va bien et qu'il n'y a aucune faille de sécurité. Donc moi, je vais me présenter. Je m'appelle Steve Well, je suis Senior Solutions Architect chez AWS et je travaille principalement dans tout ce qui est industrie du jeu vidéo. Donc tout ce qui est multi-région, région-less, je pratique pas mal vu que les jeux, généralement, c'est assez global immédiatement. Donc aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que je fais du développement. Commence à faire. Je suis chez AWS depuis 2019. Et donc, j'accompagne énormément de clients dans le jeu vidéo, donc tout ce qui est cloud gaming, studio, bien évidemment, et aussi tout ce qui est e-sport. Donc, j'aime bien aussi parler des jeux auxquels je joue en ce moment. Bon, alors, je suis un peu vieux, mais ça fait 26 ans que je joue à Counter-Strike. Je suis toujours aussi mauvais. Mais bon, à minima, voilà, je joue toujours à ça et j'essaye d'évoluer. Donc, j'avais commencé à la bêta, maintenant c'est CSGO. Je comprends plus trop les gens quand ils parlent, mais sinon, j'essaye toujours de jouer. Sinon, un autre jeu que j'aime bien, c'est Satisfactory. Pour ceux qui aiment bien et qui aiment bien construire des usines et faire de la data, je vous garantis que ça, c'est un truc de geek. Je vous lance vraiment le défi de le faire. Vous allez passer des heures sans forcément voir le temps passer. En tout cas, c'est ce qui est arrivé la première fois quand je me suis couché à 4 heures du mat en construisant des pièces. Mais revenons un peu à nos moutons et moi je vais vous parler de serverless. Alors 4 grands thèmes aujourd'hui. On va refaire un petit brief rapide. Alors j'ai qu'une demi-heure et je suis relativement pipelette. Mais petit brief rapide de ce qu'on appelle le Shared Responsibility Model chez AWS. Vous verrez de quoi je parle et ensuite on verra un peu plus en détail les différents grands principes de sécurité qu'on va appliquer à notre architecture. Et pour ce faire, je ne vais pas vous prendre la petite architecture qu'on voit dans toutes les présentations où on a une API Gateway, une Lambda, une Dynamo. On va prendre un truc un tout petit peu plus complexe. Ou bien évidemment, on va trouver notre API Gateway, notre Lambda, notre Dynamo, mais pas que. On va trouver d'autres Lambda qui vont réagir sur du streaming, de l'event bridge pour faire de l'event sourcing, du SQS pour du queuing et d'autres services. Donc on est sur une architecture microservice avec un service order, paiement de service, loyalty service. Et bien évidemment, comme dans tous les mondes, on va répartir ça sur plusieurs comptes AWS, etc. Et donc on va essayer d'appliquer les 4 grands thèmes qu'on a vus au début sur l'ensemble de cette infrastructure. Mais je vais aussi essayer de vous appliquer des principes sur votre supply chain, c'est-à-dire sur votre chaîne CI/CD. C'est qu'il y a aussi de la sécurité qui va devoir s'appliquer ici, en tout cas dans les bonnes pratiques. Donc le petit 1, rappelez-vous, c'était à partir de Shared Responsibility Model, on va l'appliquer sur Lambda. Le petit 2, que je me souvienne, c'était la partie Least Privilege, on va le voir par exemple par rapport à Event Bridge aussi Lambda. Tout ce qui est en gros les différentes couches de sécurité sur le 3 et la 4, bien sûr, sur la partie sécuriser votre chaîne de CI/CD. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le Shared Responsibility Model? Bon, ça, c'est un grand principe. Si vous faites du cloud, tous les providers, on en parle. C'est en gros, qu'est-ce qui est géré côté AWS, qu'est-ce qui est géré par le client. Donc ça, c'est un Shared Responsibility Model quand on parle de machines virtuelles. AWS, on gère bien sûr les data centers, les gros gars armés avec des gros fusils devant, c'est pour garantir la sécurité. Bon, je rigole un peu, mais voilà, en gros, on garantit la sécurité des data centers, des machines qui sont hostées, du hardware, du stockage, le fait que tout disque dur, vous vous doutez bien que quand ils sortent des data centers, c'est des petites paillettes, on peut en faire des confettis, etc. Côté client, quand on parle de machines virtuelles, vous avez tout le reste à gérer, c'est-à-dire votre OS, les mises à jour, la plateforme, les data, bien évidemment, le réseau, les firewalls, etc. Et j'en passe. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer, c'est compliqué. Pourquoi le serverless? Et pourquoi moi aussi je défends ce côté-là? C'est que quand on va aller sur des services de plus en plus managés, vous verrez ce modèle de responsabilité partagée diminuer. C'est-à-dire que côté AWS, on va gérer de plus en plus de choses, on va gérer la plateforme, on va gérer le chiffrement du code, tout ce qui est protection au niveau du réseau, le firewall configuration, le système d'exploitation, on n'en parle même plus. Vous ne savez même plus, entre guillemets, ce qui tourne derrière. Par contre, vous avez toujours des choses à gérer. C'est que votre customer data, bien évidemment, ça sera toujours à vous. Il y aura des jeux de permission qui seront à gérer. Il y aura aussi du chiffrement qui pourra être géré. Tout ce qui est connexion et connectivité Internet, à quoi vous avez accès aussi, devra être géré de votre côté, le monitoring et le logging. Donc, aujourd'hui, tout ça pour résumer que c'est pas parce qu'on fait du serverless que vous n'avez plus rien à gérer. Vous avez encore des choses à gérer. C'est là-dessus, justement, où on va être vigilant.
Donc parlons un peu déjà de la partie sécurisation des fonctions lambda avec la partie IAM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas AWS, qui ne connaissent pas IAM, IAM en gros c'est notre outil qui permet de gérer les permissions qui vont donner oui ou non les droits à une personne de consommer un service AWS, de consommer une ressource plus globalement. Donc derrière, il faut comprendre que par défaut, côté AWS, tout est bloqué. Quoi que vous fassiez, la première fois que j'ai créé mon VPC sur AWS, j'ai créé une machine virtuelle dedans, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout accès à ça et que j'ai mis 2 jours à essayer de me connecter en SSH dessus parce qu'il fallait créer plein d'autres choses et des accès. Donc là, c'est pareil, c'est par défaut, en fait, vous n'aurez accès à rien. Les services AWS, entre eux, n'ont accès à rien. C'est-à-dire une fonction lambda, si elle veut consommer une base de données, elle veut consommer un bucket S3 pour faire du stockage, il faudra lui donner l'accès de le faire. Aujourd'hui, comment une fonction lambda est invoquée? Elle va passer par une méthode, c'est une invoke. Et là, c'est pareil. Tous les autres services AWS, par défaut, n'ont pas accès, n'ont pas le droit d'invoquer une fonction lambda. Donc, le jour où vous créez votre fonction lambda, si vous ne faites rien du tout côté IAM, vous serez incapable d'invoquer votre fonction lambda, sauf bien évidemment sur la console si indirectement vous avez les droits de le faire. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que invoquer votre fonction lambda, si vous avez une structure en plusieurs comptes, que un compte AWS en soi, c'est $0, c'est juste, ça nous permet de créer des granularités de sécurité pour séparer les workloads, non prod. Ou par exemple, là, on a vu une architecture de microservices. Peut-être que ces différentes équipes qui vont gérer chacun des services, elles vont travailler sur des environnements AWS différents. Donc, on va avoir ce qu'on appelle du cross-account, c'est-à-dire que peut-être un service dans un compte A va devoir avoir la permission d'invoquer un service dans un compte B. Donc, bien évidemment, vous aurez la capacité de le faire. Et ce invoke va vous permettre donc de gérer l'appel à la fonction lambda pour faire tous vos workloads synchrones ou asynchrones, en tout cas, et d'avoir les réponses nécessaires. Ensuite, on va parler de tout ce qui est exécution rule. L'exécution rule, c'est le rôle que la fonction lambda va assumer pour consommer des services AWS. Généralement, 3/4 des cas, on va trouver un bucket S3 ou une DynamoDB, c'est-à-dire ma lambda va appeler une base de données DynamoDB NoSQL. À un moment donné, il faut que je donne ma fonction lambda le droit de lecture, le droit d'écriture sur une table spécifique, en tout cas de consommer mon service DynamoDB. Au même titre pour S3 ou pour tout autre service, en tout cas, on va avoir le jeu de permission. Et je vous garantis que c'est ici où on va, entre guillemets, perdre beaucoup de temps ou, pour les mauvaises pratiques, ne pas perdre de temps et mettre des étoiles de partout et se dire c'est bon, ça marche, ça passe et je regarderai ça demain. Donc justement, on va parler de ça, on va essayer d'éviter ça. Mais les services serverless, il n'y a pas que lambda. C'est qu'aujourd'hui, nos lambda vont appeler d'autres services. Par exemple, on voyait tout à l'heure dans le schéma, il y avait de l'event bus. L'event bus, c'est pour tout ce qui est event sourcing, c'est-à-dire un gros pipe d'événements. Alors, moi, je viens de la vieille école. À l'époque, on appelait ça un ESB. Mais bon, apparemment, maintenant, c'était renommé. Donc, on a un event bus et pareil, on va envoyer des messages. Donc, il faut avoir le droit d'envoyer le message. Ensuite, il faut avoir le droit de consommer ce message. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a encore un autre jeu de permissions qui vont se jouer et que toute cette subtilité de sécurité, et qu'on nous on appelle un grand principe qui est le least privilege, va se jouer sur comment je vais arriver à définir correctement les permissions pour autoriser uniquement les services qui ont le droit de consommer mes autres services de le faire. Donc parlons du least privilege. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais grandi sur l'époque du chmod 777. À l'époque, en Linux, quand ça nous prenait la tête, on faisait chmod 777, on avait le droit à tout. Et c'était pratique, ça marchait bien et on pouvait tout consommer. Sauf que généralement, j'ai commencé dans la sécurité. Ça, c'était un régal parce que sur des Apache ou autres, quand on faisait un chmod 777, en tout cas quand un développeur le faisait, on avait accès à toute la machine. Et ça, c'était cool. Donc vous doutez bien que ça, c'est interdit. Et au même titre, quand on va parler... maintenant, j'ai loupé un slide. Quand on va parler en tout cas de permission IAM, on va éviter le chmod 777. Donc le chmod 777 sur IAM, c'est les petites étoiles. Ça s'appelle le wildcard, c'est-à-dire je vais donner des droits d'accès à tout. Par exemple, on va prendre un principe simple, c'est je veux donner un droit d'accès en lecture ou en écriture sur une base DynamoDB. Je ne veux pas me prendre la tête, je vais mettre en gros le service DynamoDB de point étoile. Donc je lui donne accès à toutes les actions de DynamoDB. Et les ressources, je vais mettre un étoile. Comme ça, je sais que j'ai accès à tout. Ça, c'est un chmod 777. Bien évidemment, c'est complètement interdit. C'est que l'objectif du least privilege, c'est on va vraiment réduire. C'est-à-dire, ma fonction lambda, à un moment donné, si mon objectif, c'est qu'elle fasse un get, qu'elle récupère une liste d'items, elle doit uniquement avoir
la capacité de faire de la lecture sur une table spécifique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, demain, il y a X failles de sécurité dans mon code ou autre, un attaquant ne va pas pouvoir faire une action qui ne sera pas permise par la fonction. Si la fonction est dédiée à faire un get, quoi qu'il fasse, il ne pourra pas faire autre chose. Pareil, si on lui donne un accès, donc on peut filtrer ici dans les ressources, on peut filtrer selon les ressources. L'objectif, c'est aussi de filtrer sur la table qui doit être lue. Si on lui donne accès à toutes les tables DynamoDB, pour X raison, il va pouvoir faire un get sur l'ensemble des tables. Bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ici, on veut vraiment restreindre les permissions. Alors, pour ceux qui ont pratiqué un peu les langages d'infra-as-code, tout à l'heure, on entendait parler de Terraform, du serverless framework, etc. C'est toujours compliqué de faire le least privilege. Croyez-moi, j'ai connu plus d'un client aujourd'hui où ils ont perdu des heures et des heures à dire alors j'ai besoin de quelle policy, alors je vais mettre ça, je vais mettre ça. Bon, et à la fin, au bout de 2-3 heures d'essai, ils vont mettre des étoiles parce qu'ils vont dire attends, on n'a pas envie de perdre en vélocité, on va y aller, donc on va mettre des étoiles, on regardera ça demain. Donc c'est là où des outils comme SAM, donc SAM c'est un outil d'infra-as-code made in AWS, qui est une surcouche à CloudFormation qui permet de faciliter. Alors Serverless Framework, je connaissais avant, je ne sais pas s'ils le font aussi, mais peut-être qu'ils ont des policiers un peu packagés comme ça qui vont permettre de filtrer. Donc en gros sur SAM, attends, c'est vrai que c'est filmé là, sur SAM, en fait tout simplement on va dire tiens, ok, ma fonction lambda, elle a besoin d'un write, pas d'un read, juste d'un write. Génial, on va lui mettre un DynamoDB write policy, on lui met le nom de la table, et automatiquement, en fait, votre policy va être générée, va uniquement donner donc ça, c'est-à-dire on va avoir le droit de faire un put item, update item, batch write sur la ressource demandée. En 2 lignes, on va pouvoir immédiatement en fait, se dire ok, j'ai fait mon list privilege, je sais que ma fonction qui s'appelle save to DynamoDB va uniquement avoir le droit d'un write, pas de read, sur une table précise. Donc ça suit le list privilege et on est tous heureux. Autre petit outil que moi j'adore, je viens du dev, donc CDK pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la façon de développer dans n'importe quel langage, Java, TypeScript, Python, votre infrastructure. Et derrière, en fait, nous, on va le synthétiser dans un outil d'infra-as-code. Donc il y a du CDK pour Terraform, il y a du CDK pour K8s. Et bien évidemment, CDK, c'était fait pour CloudFormation à la base. Donc c'est la capacité de faire, alors ça c'est un bout de code à moi, donc on a ce qu'on appelle des constructs, c'est-à-dire des constructeurs, c'est du code, donc tout ce qui est polymorphisme, héritage, on peut le faire, et je peux lui surcharger certains paramètres, donc là par exemple j'ai mis mon entry point, mon handler, donc le point de départ, des variables d'environnement que j'ai voulu passer, et la petite ligne du dessous, je vais dire, tiens à un moment donné je vais aussi te donner un droit de consommer une table, donc je te mets tout simplement un demotable.grantWrite data et point final. Je ne parle même plus du rôle que je dois créer. CDK va automatiquement gérer et faire les bonnes pratiques de sécurité. Il va créer un rôle distinct pour chaque fonction lambda. Et là, en tout cas, il va assigner la même permission de write sur ma lambda. Et donc, elle va avoir le droit de consommer ma DynamoDB. Donc, une fois que le list privilege est passé, donc aujourd'hui, c'est pas un cauchemar. Il y a des moyens de se faciliter la vie et de le faire, on va dire, de façon un peu plus véloce. Il y a aussi maintenant des couches de sécurité qu'il faut appréhender. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on fait du serverless, ça enlève beaucoup de risques, niveau système d'exploitation, etc., que l'on est sécurisé. Aujourd'hui, les failles, et là, c'est PureSec, voilà, je me souviens, ils ont fait un top 10 OWASP, d'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le top 10 OWASP, c'était une fondation open source qui référençait généralement les failles de sécurité qu'on trouvait sur les web apps. PureSec a adapté ce top 10 OWASP pour faire le top 10 des failles de sécurité liées au monde du serverless. Pas liées à AWS, liées au monde du serverless, ou quelles sont les failles qu'un exploitant peut utiliser pour, par exemple, consommer des ressources que vous n'avez pas prévues. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait du serverless que les SQL injections, si vous avez fait un bout de code tout pourri qui fait une requête directement dans votre base, ce n'est pas parce que vous faites du serverless que ça va l'enlever. Tout ce qui est XSS, pareil, et d'autres vulnérabilités, enfin, de l'injection d'événementiels, etc. On a énormément de failles, donc je vous invite vraiment fortement, en tout cas, à avoir connaissance de ce top 10 parce que c'est une bonne connaissance de voir en fait, ce qui est possible de faire et ce qui est possible surtout et comment on va le mitiger. Pareil, les dependencies. Alors, moi, je fais énormément de TypeScript, je viens du monde Java. Donc, le node module qui télécharge à peu près 300 dépendances, tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, si vous faites du GitHub ou autre, vous prenez à peu près une alerte par jour comme quoi il y a une dépendance qui est vulnérable et qu'il faut la mettre à jour. Donc, la gestion des dépendances fait aussi partie de la culture de dev, que c'est pas parce qu'on fait du serverless qu'on est protégé contre ça. Il va falloir aussi vous prémunir, en tout cas mettre en place des workflows
pour mettre à jour automatiquement ces patchs de sécurité et pour mettre à jour vos dépendances, ou alors même si vous déployez du Docker sur du serverless, pour mettre à jour vos images de base, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on fait du serverless que ça sera géré. Et ça, qui dit serverless, on peut aussi faire du réseau. Donc pareil, tout ce qui est segmentation réseau, patching ou autre, ça sera aussi de votre gestion. À un moment donné, si vous ouvrez à la terre entière votre espace réseau, il peut le consommer. Et donc ça aussi, c'est à vous de gérer. Un peu de cas pratique. Donc si on reprend un peu notre architecture de base là pour le coup, donc API Gateway, Lambda ou même des tasks Fargate, donc qui est un orchestrateur Docker et une base de données ou un bucket S3, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc API Gateway, c'est de l'API management pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, on va essayer de se prémunir, c'est-à-dire que toutes les requêtes qui vont passer par là, on va essayer de mettre des règles pour se protéger du top 10 OWASP. Et donc, c'est un firewall applicatif. Firewall applicatif, comme un firewall réseau, sauf que là, on l'applique à la couche 7. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en gros, parser tout ce qui est body, passer tout ce qui est header et paramètres, et rajouter des filtres, du filtre anti-boot, détecter tout ce qui est réseau Tor, tout simplement. On va pouvoir, en gros, évaluer la taille du body, peut-être qu'elle est trop grosse, qu'elle va faire casser, regarder tout ce qui est SQL injection. En gros, on a énormément de mécanismes, ici, de règles qui sont pré-managées, qui vont vous permettre de vous prémunir contre énormément de failles, XSS, SQL injection, etc. et automatiquement refuser ces requêtes-là pour vous protéger. Ensuite, API Gateway, là je ne le dis pas, mais bien évidemment, qui dit API public, il faut toujours se protéger. Les API sont rarement publics entièrement, où tout le monde peut les consommer dans la terre entière. Généralement, on va mettre de l'authentification et de l'autorisation. Donc là, c'est garantir que la personne qui consomme un API est bien authentifiée et autorisée à consommer cette API spécifique. Ensuite, donc Lambda, j'en ai parlé, donc IAM, que ce soit IAM sur la partie invoke ou sur la partie exécution, donc les droits de consommer des ressources. Et après, quand on va aller sur la partie données, données, bien évidemment, il y a aussi de la sécurité. Là, on va parler de clés de chiffrement. Alors, j'en parlais un peu tout à l'heure. Ici, c'est ce qui vous permet de dire que uniquement vous avez la capacité de lire. Alors, on ne va pas tout de suite rentrer dans le débat de qui détient les clés, AWS, est-ce qu'on a accès aux clés, etc. Aujourd'hui, je vous invite fortement à regarder en tout cas les politiques qu'il y a derrière les outils de gestion de clés. KMS, c'est là, pareil pour tous les providers. C'est qu'il y a des politiques de sécurité, il y a des audits de sécurité qui sont faits, qui garantissent justement que les clés sont gérées uniquement accessibles par vous. Et si toutefois vous n'avez pas encore confiance, vous pouvez gérer vos propres clés, les importer et gérer en tout cas cette phase de chiffrement. Et c'est pour ça que justement, j'en parlais tout à l'heure d'Octolib. Je vous invite à regarder une conférence qui a été faite devant l'Assemblée nationale entre AWS plus Doctolib qui défendait de pourquoi en fait Doctolib sur AWS était très sécurisé, avait le droit d'opérer les données sur ces systèmes-là et comment il les sécurisait. Parlons un peu maintenant aussi de fonctions, ce qu'il faut savoir en tout cas sur le principe. Donc on vous dit que le serverless, les lambda fonctions, c'est scalable. Génial. Comment ça marche? C'est que vous avez une requête qui arrive, il y a une instance de lambda qui va être créée sur du Firecracker. En gros, c'est de la micro-VM, pour faire simple. Et elle va exécuter votre bout de code. J'ai un autre call qui va arriver, il va utiliser la même instance de lambda et traiter ce système-là. Si par contre, j'ai 10 appels simultanés parallèles qui vont arriver, j'aurai 10 instances de lambda qui vont être exécutées. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les environnements d'exécution vont être réutilisés. Alors, un environnement d'exécution, vous avez aussi une capacité de consommer du stockage. Donc, par exemple, accéder à un répertoire /temp. Si, dans une de vos fonctions, pour X raison, vous commencez à consommer ce répertoire-là, ce qu'il faut avoir en tête, en tout cas, c'est que les données seront maintenues et persistées d'un environnement à l'autre. C'est-à-dire d'une fonction à une autre fonction, vous aurez toujours le même document dans le /temp. Tant que la fonction, et là, alors on dit souvent entre 15 minutes, après c'est complètement fluctuant selon les besoins de capacité, mais à un moment donné, on va arrêter cette instance-là. Là, ça sera détruit. Mais en attendant, tant que votre instance est up, elle va continuer à exister. Et donc, cet état-là sera maintenu et possiblement soumis à une faille de sécurité. C'est que vous mettez un document, une autre fonction lambda va être exécutée, possiblement pour un autre client. Pour X faille de sécurité, il pourrait récupérer le document qui aurait été généré. Donc, attention à ça. Pareil, si vous appliquez un patching ou si vous appliquez une modification, par exemple, j'ai une grosse faille de sécurité qui est détectée, j'ai poussé une nouvelle version, possiblement, selon ce que vous faites, vous n'aurez pas
couper toutes les instances existantes. C'est-à-dire que quand vous avez poussé votre nouvelle version, on ne va pas arrêter le traitement en cours d'un de vos clients et dire non, merci, au revoir, tu vas te prendre une jolie erreur 500 et puis parce qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc attention aussi à ça, c'est que vos instances, tant qu'elles ne sont pas arrêtées, qu'elles ne sont pas plus utilisées, elles vont continuer à vivre et persister avec ces versions-là. Donc après, il y a des mécanismes, bien évidemment, pour le faire et pour forcer le fait qu'il y ait un bascule et qu'on va couper toutes les instances existantes. Mais il faut le garder en tête aussi, c'est que certains patching ou autres, vous devrez le gérer, en tout cas gérer ce flot d'exécution. Au même titre, aujourd'hui, AWS, en tout cas côté Lambda, on vient avec un certain nombre de runtime. Donc tout à l'heure, on parlait de Cloudflare avec la partie JavaScript. Nous, on a aussi d'autres runtime, donc .NET, Java. On peut faire du Bash, on peut faire du Rust. Enfin, sincèrement, on peut faire énormément de choses. Et ça, c'est des runtime qui sont managés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que AWS va gérer le runtime et les mises à jour du runtime pour vous. Demain, vous choisissez Node.js 18. On va gérer les minor patchs pour vous, mettre à jour automatiquement. Et c'est-à-dire que demain, il y a une nouvelle machine qui est créée. Il y a un patch qui est survenu. Pour vous, c'est totalement transparent. Et automatiquement, il va bénéficier du patch. Attention cependant, c'est qu'on a des clients, par exemple, moi je sais qu'ils font du PHP sur AWS, avec Bref, un super framework, pour ceux qui aiment bien le PHP. Là c'est pareil, à partir du moment où ça sera un custom runtime, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est à vous de gérer votre runtime, c'est aussi à vous de gérer la sécurité derrière. Mise à jour, mineur, patch ou autre, c'est nous, AWS, vu que c'est un runtime géré par vous, on ne va pas les exécuter, c'est à vous de le faire et de les maintenir. Donc en tout cas, d'avoir votre CI/CD qui soit performante pour arriver en tout cas à détecter les changements et à relancer votre CI/CD pour déployer une nouvelle version en cas de patching. Donc ça aussi, c'est des choses à bien comprendre et à bien maîtriser pour être sûr que vous aurez un environnement toujours up-to-date avec les dernières mises à jour de sécurité. Donc, bon, ça c'est un petit résumé. En gros, pour un peu les petits points clés à garder en tête, c'est que firewall applicatif, pareil. Alors là, c'est très typé AWS, mais sincèrement, vous pouvez appliquer le même principe sur tous les providers. Firewall applicatif, vous aurez donc une protection level 7. Ça va vous protéger de tout ce qui est XSS, SQL injection ou plus globalement du top 10 WASP. API Gateway, donc là, on va pouvoir même valider des inputs. Donc vous pouvez directement demander de valider un input parce que je m'attends à tant de nombre de caractères pour le title, etc. Donc on peut valider la partie input, on peut faire de l'autorisation, de l'authentification, on peut même faire du mutual TLS si vous le souhaitez. D'autres systèmes de protection, on aime bien ça, l'anti-DDoS, c'est que du DDoS aujourd'hui sur du serverless, l'objectif, ça ne va pas vous faire planter le service, même si on peut. Mais l'objectif ici, c'est possiblement de générer des coûts. Donc c'est là où en fait tout ce qui est throttling et rate limiting, l'objectif c'est de dire en fait si à un moment donné, moi je m'attends à avoir 10 000 connexions secondes à mon API et que d'un coup j'en ai 20 000, soit j'ai fait une super campagne de pub et là j'ai vraiment des vrais utilisateurs et là en tout cas c'est préparé et mitigé, soit en fait c'est qu'à un moment donné j'ai une attaque et que moi en tant que développeur, je dois me protéger de ça. Donc pour ce faire, c'est pour ça que si à un moment donné j'ai 10 000, je peux mettre 15 000 en rate limiting pour me dire ok, j'ai 50% de croissance possible, pourquoi pas, je peux avoir un pic de trafic. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est que c'est un comportement qui est jugé anormal, qui va être bloqué, et donc pas consommer des ressources sous-jacentes, et possiblement après détecter, remonter, notifier, lancer une autre lambda qui va bloquer automatiquement peut-être des IP qui va les blacklister, pour objectif de toujours détecter cette faille et la bloquer. Côté code, donc j'ai parlé de tout ce qui est rôle d'exécution, mais pareil, on exécute un runtime JavaScript, minifiez votre code, on peut toujours arriver pour X raisons à récupérer le contenu de votre code si vous avez utilisé certaines fonctions. Par exemple, je le vois souvent des fois dans du code, le eval. Des fois, les personnes, ils veulent aller vite, ils vont mettre un eval, ils vont mettre un string récupéré d'un input lambda, indirectement, c'est-à-dire que je peux exécuter une commande sur le runtime lambda et accéder en fait derrière à la micro VM et donc récupérer le code source, etc. Donc attention, on peut aussi faire ça sur Lambda. C'est pas parce que c'est Lambda que ça sera sécurisé. Donc les principes de minification, de sanitize au niveau input, c'est pas parce que c'est sur AWS Lambda que c'est passé par plein de couches AWS managées qu'on aura fait la partie sanitize pour vous. C'est à vous de le faire, à valider que dans votre body, les 5 minutes. Ouais, je speed. Là, je sais, je parle beaucoup. Que les 2-3 inputs qui ont été passés,
ben, en fait, ils sont valides et ils correspondent à un contenu attendu. C'est pareil, c'est à vous de maîtriser ça. Tu vois, ça va vite. On reste la dernière partie. Ah ouais, c'est vrai que je parle beaucoup. Donc la partie supply chain. Donc là, c'est aussi la partie comment vous allez designer. Alors, on a aussi des principes là-dessus. Donc, il y en a un que j'adore, c'est ce qu'on appelle le Single Responsibility Model. Le Single Responsibility Model, c'est le fait de dire, à un moment donné, je code une lambda. Alors, je vous garantis, moi, ça fait plus de 6 ans, 7 ans que je fais du serverless. Et à l'époque, la première fois que j'ai fait du serverless, j'avais des personnes qui arrivaient et me disaient « Waouh, le serverless, c'est génial, c'est du microservice à l'extrême. » C'est-à-dire que les gars, ils avaient utilisé un repo Git par fonction lambda. Ils avaient 200 fonctions lambda. Je vous garantis, la mise à jour de l'output response sur 200 repos Git, je vous garantis que c'est un grand cauchemar. Donc, ce que je veux dire, c'est que le serverless, AWS Lambda, c'est des outils d'infrastructure. En rien, c'est un pattern d'architecture. Et donc, aujourd'hui, vous allez designer votre architecture monolithique microservice de la même façon. C'est juste que les petits scripts qui vont permettre de déployer vont être différents. Donc aujourd'hui, un des patterns, c'est le Single Responsibility Model, c'est-à-dire ma fonction qui est là pour faire un get DynamoDB, elle va uniquement faire un get DynamoDB. Demain, ma fonction pour X raison elle est corrompue, la personne pourra uniquement faire un get DynamoDB. On ne va pas faire un monolithe lambda, c'est-à-dire une fonction lambda avec un proxy qui va traiter toutes les requêtes et avec un énorme switch case qui va rediriger vers le bon handler. Ça, c'est pas une bonne pratique. Bien évidemment, tout ce qui est secret, interdit à mettre dans le code, ni dans les variables d'environnement. On peut exécuter du code sur vos lambda malveillants et donc récupérer le contenu de votre variable d'environnement. Donc ça, c'est le Single Responsibility Model. Les dépendances, bon là, il y a plein d'outils, NPM Audit, selon le langage, il y en a des tonnes, je vous invite à regarder. Il y a aussi des outils SaaS, open source, PureSec, Sync, qui sont très connus, qui vont vous permettre de faire ces scans de vulnérabilité et donc détecter que vos dépendances sont up-to-date et que vous pouvez déployer en toute conscience. Des topics de sécurité. Comment je sécurise mes clés? Pensez les secret managers. Tout ce qui est connectivité, base de données, ne les mettez jamais dans des variables d'environnement, ne mettez jamais... Parce que même au-delà des hackers externes, même en interne, un développeur, RGPD aussi oblige, ne doit pas forcément avoir accès aux données de votre base. En tout cas, c'est ce qui est demandé en termes de protection de données. Donc si à partir du moment où j'ai la ligne de connexion, le login, le mot de passe, je peux me connecter, je peux récupérer les données. Donc je dois être déclaré comme accès, en tout cas possiblement, un ayant droit sur vos données. Donc ça, attention. Donc chiffrez vos données et utilisez des secret managers pour aussi restreindre qui a le droit de consommer. Les services, derrière, vous leur donnez juste des droits, ils pourront consommer ce secret sans forcément que le développeur ait l'accès. Donc, j'accélère un peu. D'autres questions. Est-ce que je dois mettre un VPC dans ma lambda? Ben là, ça dépendra des cas d'usage. On parlait de base de données relationnelle. C'est aujourd'hui, vous avez en tout cas un système de données qui nécessite un accès réseau, parce qu'elle est hébergée dans le réseau. Bien évidemment, votre lambda doit avoir un accès réseau. Si aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ça, il n'y a rien qui fait aujourd'hui que vous devez restreindre votre lambda d'être exécuté dans un VPC ou en dehors d'un VPC. En tout cas, vous pouvez très bien le gérer. Avant, c'était problématique. Avant, on n'avait pas Hyperplane. Et en toute honnêteté, on avait 10 secondes de cold start quand on crée une ENI et une lambda. C'était très long, même si on faisait du Python ou du Node.js. Aujourd'hui, avec ça, on crée une seule ENI qui est déjà pré-créée. Donc, le cold start est totalement transparent. J'accélère. Je le vois, il me regarde. Il me lance des grands yeux. Genre, tiens, dépêche-toi. Donc, voilà, la chose à savoir, uniquement si vous avez accès. Les secrets, donc Secrets Manager. L'objectif, c'est de stocker et de sécuriser les accès au login mot de passe. Et en plus, ça va vous permettre de faire du rolling. C'est-à-dire un mot de passe qui reste 6 mois pour que vous connectez en admin sur votre base de données. Ben ça, c'est pas une bonne pratique. Généralement, on peut mettre des principes, on peut automatiser ça très facilement. Tous les mois, on fait le changement de login mot de passe. C'est une lambda qui tourne, qui fait les mises à jour côté, par exemple côté RDS ou côté lambda. Et automatiquement, en fait, vous allez pouvoir propager ça sans en avoir la visibilité. Le code signing. Aussi, c'est une chose que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut signer et garantir que la personne qui a déployé le changement de code, c'est une personne qui est connue dans mon organisation. Et ça vous permettra toujours, pareil, de gérer la gouvernance de, à un moment donné, je maîtrise les changements de mon code et qui a fait les changements. Pareil, une personne qui se fait pirater parce qu'on lui vole un ordinateur, qui a des droits d'accès parce que sa session AWS est toujours sur son terminal, ça existe, ça arrive très souvent. Une personne qui s'y connecte et qui peut pousser un petit code malveillant, si ce n'est pas maîtrisé, au même titre,
attention, parce que ça arrive en 2 secondes, personne ne le voit. J'ai une nouvelle mise à jour, elle est déployée et je récupère plein d'informations. Donc attention à ça. Monitorer avec du config, du CloudTrail pour gérer tout ce qui est gouvernance, en tout cas droit d'accès, et gérer votre gouvernance correctement. J'accélère sur la fin. Voilà, bon, la conclusion. T'as vu hein, en plus, j'ai duré une demi-heure. La petite conclusion, donc, c'était relativement bref. Tout ça, c'était pour dire que, attention, c'est pas parce qu'on fait du serverless que tout est sécurisé. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont à gérer sur les process de dev, sur la partie supply chain, l'ajout de, par exemple, de tests de vulnérabilité, de tests de dépendance pour savoir si vous êtes bien up-to-date, et tâches de minification, de sanitize. Tout ça, c'est bon, très lié au monde du dev, mais c'est en tout cas toujours à gérer. C'est pas parce qu'on fait du serverless que ça sera mitigé. Et pareil, l'utilisation des bons services aussi, AWS, autres providers, mais qui vont vous permettre de garantir la sécurité à tous les étages. C'est une chose aussi où on va demander de la compétence et qu'il faut mettre en place pour être sûr que toutes les étapes de votre workflow sera sécurisées et on va dire, dormir sur vos 2 oreilles le soir. Il y a des white papers, si vous voulez les regarder, je vous invite. Vous pouvez scanner, je ne sais pas si ça sera assez gros là. En tout cas, demandez-moi. Et sinon, il y a aussi des talks qui ont été faits sur notre grande messe annuelle à Vegas sur les bonnes pratiques de sécurité appliquées au serverless. Voilà.